Bonjour à tous. Bienvenue à cette série des masterclass du crime. Alors, l'idée de ces masterclass, c'est c'est d'entrer dans le monde et la praxis des experts en AI ou en machine learning et tout ce qui touche autour. Donc, aujourd'hui, on est dans une période particulière où l'intelligence artificielle fait des bonds spectaculaires, souvent propulsés par l'apprentissage automatique, le machine learning. Donc, le monde académique est en pleine effervescence. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de méthodes qui sont proposées. Et l'industrie, d'autre part, a une grande soif de les utiliser. Il y a plein de perspectives qui se présentent. Il y a plein de possibilités qui sont... beaucoup de gens le voient dans leurs produits, le voient dans le futur de leurs produits et de leurs offres. Ce qui est par contre difficile, c'est le passage de ces percées théoriques ou académiques, le passage de ça à leur réalisation concrète. Et c'est tout un savoir-faire et c'est dans cette zone que le crime opère. Donc le crime essaye d'aider l'industrie ou les partenaires à bénéficier de ces idées nouvelles. Et donc, le passage de l'un à l'autre, de l'académique à l'industriel et vice-versa, c'est la zone dans laquelle, au crime, on essaye de construire un savoir-faire, de construire des méthodes, des outils et de les offrir, de les transférer. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a proposé les classes de maîtres. On vous invite d'ailleurs à nous écrire. S'il y a des sujets particuliers qui vous intéressent, on serait absolument à l'écoute là-dessus. Et même s'il y a des gens qui veulent faire des classes de maîtres, qui veulent présenter leurs approches ou leur savoir-faire, on serait ravis de vous accueillir ici. Donc, aujourd'hui, on va laisser la parole à Mario Beaulieu. Mario est un spécialiste en télédétection. Il a commencé en physique à l'Université de Montréal. Ça fait longtemps qu'il est au crime. Il a complété à l'intérieur du crime, il a complété aussi sa maîtrise à l'Université de Montréal en apprentissage profond appliqué à l'imagerie satellitaire. Donc, Mario a travaillé dans une quantité incroyable de projets différents touchant à la vision par ordinateur, le traitement d'images, l'apprentissage profond appliqué à la télédétection, à peu près tout ce qui touche à ça. Mario a déjà fait des projets là-dessus. A déjà fait des projets là-dessus. Et, il connaît aussi l'apprentissage automatique en général, pas juste en vision, puis par rapport aux images, mais il est capable de les appliquer à divers domaines. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va lui laisser la parole. Ça va être une séance qui est peut-être certains aspects peut-être plus techniques que d'autres qu'on a fait. Ça pourrait devenir plusieurs classes de maîtres, en fait, cette présentation-là. Donc, Mario va vous présenter des aspects, il va faire des choix aujourd'hui de ce qu'il va nous présenter dans le détail. Vous pouvez encore là nous écrire pour exprimer votre intérêt à en développer certains davantage. Alors, aussi, je voulais vous souligner, OK, donc on va commencer, la présentation va durer à peu près 40-45 minutes. Et après, il va y avoir une période de questions. Donc, pour les questions, je vous invite à les envoyer dans le chat et moi, je vais les lire à Mario. Alors, Mario, à toi. Merci, Ouman. Bienvenue à tous. Je vais partager mon écran. Donc, tout le monde voit mon écran, j'imagine. Ouman, on voit mon écran? Oui, on voit ton écran. Tu peux te mettre même en diaporama si tu veux. Je ne peux pas vous faire peur de la quantité de... Donc, ce que je vous présente ce matin, évaluation des dommages au bâtiment, suite à un événement catastrophique, une application de l'apprentissage automatique à partir de l'imagerie satellite haute résolution. Donc, on y va.
Donc, l'objectif de la classe de maître en tant que tel, j'aimerais vous démontrer, vous montrer un petit peu les outils, les différentes étapes du projet en apprentissage automatique à travers de ce problème-là qui est concret. Ce mini-projet-là, ça s'inscrit dans le domaine des impacts des changements climatiques, de l'aide à la décision, puis de l'utilisation de l'imagerie satellitaire à haute résolution. Clairement, on veut évaluer des dommages sur les bâtiments suite à une catastrophe naturelle, puis en pratique, c'est une application de segmentation sémantique sur l'imagerie satellitaire à haute résolution. Dans le contexte actuel, lorsqu'une catastrophe survient, quelle qu'elle soit, d'un ouragan au feu de forêt, les premiers intervenants qui doivent intervenir au sol, ils doivent connaître l'emplacement de la cause et la gravité des dommages avant de se rendre sur le terrain. Donc, il nous faut une étape de cueillette d'informations sur la situation qui doit être rapide et précise pour avoir une réponse efficace. Ces catastrophes-là, on le sait, là, ça peut frapper n'importe où. Et les infrastructures de communication habituellement ou de transport sont souvent endommagées. Donc, souvent, le processus d'évaluation des dommages locaux spécifiques, c'est difficile, lent et dangereux, il faut envoyer des personnes. Une méthode qui peut nous aider, c'est l'utilisation des images satellites à haute résolution spatiale. Le pro, c'est que ces images-là peuvent nous fournir l'apport visuel des zones affectées par une catastrophe assez rapidement. Par contre, elles couvrent souvent de grandes surfaces au sol, puis l'analyse manuelle, visuelle, là, vraiment, devient une tâche qui entrave l'efficacité de la démarche. Les analystes, les photo-interprètes, doivent souvent chercher par photo-interprétation sur d'énormes quantités de données pour correctement localiser les problèmes. Ces images sont annotées, doivent ensuite être résumées et communiquées à l'équipe terrain. Donc, ça aussi, c'est en tant que tel un bottleneck là, du processus. Il s'agit d'un processus qui est lent, laborieux et qui pourrait certainement être amélioré, et d'où les solutions possibles aujourd'hui par l'automatisation, utilisant en particulier les techniques d'apprentissage automatique. Voici en gros un exemple rapide d'une cartographie terrain d'un événement, pas une catastrophe naturelle dans ce cas-ci, mais une catastrophe humaine, un incident industriel que vous avez certainement entendu parler à Beyrouth, où on peut voir rapidement, par une image satellite, l'étendue des dégâts, et on peut voir ces petits peut-être là, mais des points qui essaient de localiser les dommages et d'en évaluer la gravité selon le code de couleur rouge ou orange. Donc, c'est un outil efficace là, pour l'imagerie satellitaire là, pour rapidement avoir un overview. Pour notre projet ici, on va utiliser un jeu de données qui est spécialisé justement pour ce genre de problématique-là. Le jeu XBD, là, que vous pouvez downloader facilement là, en vous inscrivant sur le site de XView2. Donc, c'est tout le projet que je vous présente, c'est fait avec ce dataset-là. Donc, il y a deux datasets. Je prends le plus petit et celui qui fait quand même 30 GB de données. Donc, c'est quand même assez gros, merci. Donc, vous devez prévoir, si vous voulez vous lancer là-dedans, prévoir quelques heures juste pour le download et la décompression des données. OK. Le jeu de données se compose d'imagettes de 1024 par 1024, d'images avant et après catastrophes pour divers catastrophes à travers le monde. Donc, ici, vous avez quelques exemples. On peut voir avant et après. Il se compose en fait d'images qui proviennent de différentes catastrophes à travers le monde, comme je disais, de différents événements. Donc, ici, une petite carte rapide là, pour donner un peu la localisation des différents événements. Donc, certaines sont plus connues que d'autres, comme le tremblement de terre de Mexico, certains ouragans. Le jeu contient aussi des labels en tant que tels, là, sous forme de JSON, qui donnent les polygones des bâtiments. Chacun de ces polygones-là est annoté selon un degré de dommage par des experts, donc qui permettent justement de faire d'évaluer
qui va nous permettre plus tard d'évaluer, de faire la segmentation sémantique en fonction du degré de dommage. Donc, l'échelle est standardisée, l'évaluation a suivi un processus. La création de ce dataset-là a suivi un processus systématique de revue par des experts. Donc, c'est un bon petit dataset là, pour débuter. En résumé, ce dataset-là contient à peu près un peu plus de 28 000 images distribuées sur 19 catastrophes en paire d'images, donc on a en format PNG. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de labels, 850 000 polygones qui sont annotés. Donc ça, c'est pratique. Couvre une assez large superficie à travers le monde. La résolution spatiale en moyenne est de 0,8 mètres, ce qui semble suffisant. Ces données-là proviennent du programme Maxar Digital Globe, là, Open Data. Là, et ils ont été aussi corrigés un peu pour pouvoir se superposer correctement pré- et post-catastrophe à cause que les images ont été prises à différents moments de l'année, bien sûr. Là. Okay. À partir de nos données de label, on doit créer nous-mêmes les données matricielles là, qui vont correspondre aux masques. Donc, on va brûler nos polygones dans une image 8 bits là, pour pouvoir qu'on va se servir plus tard comme intrant à notre système, là, à notre segmenteur. Donc, nos données vectorielles, on les passe dans un rasteriseur. Donc, ici, je ne parle pas des méthodes. Il y a plein de techniques pour faire ça. Là. Vous pouvez trouver ça facilement dans l'open source, là, en données matricielles. Donc, bientôt, on doit les sauvegarder. Hein. Ici, un exemple, par exemple, d'image pré-catastrophe avec les labels attribués à cette image-là. Donc, on peut voir, ça peut être assez dense, là, la quantité de labels qu'on a, là, de polygones, sur une image. Et cette fois-ci, l'image post-catastrophe, ici, c'est un tsunami, donc où on voit maintenant les polygones qui ont été annotés. Et c'est complètement détruit. Ici, la couleur rouge signifie, dans mon code, que c'est complètement détruit. On peut voir qu'il y a une zone qui a été épargnée, certainement plus en montagne. Donc, c'est le genre de données qu'on a ici. Donc, on peut voir facilement, ça ressemble, c'est quand même très bien. Un autre exemple ici, un peu plus simple, là, le passage d'une tornade, avant et après. Dans le même ordre d'idée, on a des annotations pour chacun des bâtiments là, par rapport à la gravité du dommage. Lorsque j'ai créé toutes ces choses-là sur disque, moi, je me fais une base de données où je collecte l'information des labels et des images. Là. Vraiment, dans les labels, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous donnent aussi de l'information sur l'acquisition des images, comme l'élévation solaire, l'azimut solaire, l'angle nadir de la capture de l'image. Il nous donne bien sûr le type de désastre et une classe plus grande disaster qui nous donne à quelle classe de désastre que ça appartient et d'autres variables qui sont moins intéressantes. Là. Mais il y a certaines de ces variables-là que je vais utiliser plus tard pour raffiner un petit peu l'étude du dataset. Mario, excuse-moi. Oui, Normalement, les questions, ce serait à la fin, mais il y en a une qui est posée. J'ai l'impression que ce serait une bonne place pour y répondre. Donc, quand tu dis 0,8 mètres de résolution, c'est la taille d'un pixel, en fait, c'est ça? oui, c'est ça. 0,8 OK. mètres de résolution spatiale. Donc, l'idée, c'est le nouveau détail. Donc, je pense qu'ils ont été rééchantillonnés un petit peu. Là, ces images-là sont issues aussi d'un processus de pen sharpening, là, où on merge une image panchromatique avec des images multispectrales. Donc, ce qu'on utilise ici, on utilise les bandes RGB. Et on n'utilise pas la bande infrarouge, je pense, dans ce cas-là. Donc, oui. Donc, comme je disais ici, j'extrais certaines données des labels, des données, des métadata des labels. Et en plus, je calcule des statistiques à partir des masques et des images que je conserve aussi dans ma petite BD, qui est comme qu'il y a 22 000 entrées, elle grossit au fur et à mesure. Donc, en tant que telle, les statistiques que j'aime bien conserver, c'est les moyennes statistiques, point de vue des valeurs digitales, des histogrammes,
Pour les masques, en particulier, j'aimerais voir la distribution des différentes classes par masque. Donc, on conserve ça. Et certains, je rajoute aussi certaines entrées pour me faciliter le triage là, quand je fais des recherches dans la base de données. Donc ici, quelques observations rapides là, sur la distribution des données. On peut voir que le dataset, en fait, est divisé en 4 morceaux, 4 grands groupes, là, le train, le test et le hold. Là, ce sont des données qui sont issues enseignement d'un ancien concours. Donc, on a toutes les données maintenant disponibles. Et ils ont ajouté plus tard un autre groupe de données, là, on appelle le Tier 3, qui donne aussi accès à plus de catastrophes. Ces données-là, on peut voir qu'elles sont distribuées différemment en tant que telles à travers les différentes plateformes satellitaires d'acquisition, ce qui veut dire qu'une image post ou pré n'est pas nécessairement acquise par le même satellite. Bon, ici, c'est une autre distribution entre les différents types, entre nos différents datasets de base. Là. Ça, c'est moins important, c'était juste une curiosité. Ce qui va nous intéresser au point de vue des statistiques, c'est plutôt la distribution. Il y a 2 distributions que j'ai regardées spécifiquement. Là. C'est comment les samples sont distribués en fonction des désastres. On peut voir que c'est pas égal, la distribution. Donc, il y a un débalancement en fonction du type de catastrophe. On peut voir que certaines catastrophes dominent, en particulier la classe des feux. On a beaucoup de données sur les feux. On en a moins pour certaines catastrophes, comme par exemple les coulées volcaniques au Guatemala. De plus, on regarde au point de vue des masques qui identifient les classes. On a aussi une autre forme une autre débalancement là, qu'on va devoir tenir compte. En particulier, on peut voir que la classe Destroy est sous-représentée si on la compare à la classe No Damage. Et ici, l'échelle est logarithmique, donc vous devez penser en puissance de 10 ici, là, quand on regarde ça. Donc, c'est vraiment débalancé. À partir de toutes ces informations-là, on peut commencer à faire un design des expérimentations. Là. Habituellement, je coupe ça en plusieurs étapes. Là. Et l'étape pour moi la plus importante, c'est toujours le traitement des données. En particulier, j'y pense avant même de fabriquer des modèles et toute la poutine qui entoure l'entraînement. J'aime bien connaître mes données à fond. Parce que quand on reçoit un dataset, mais c'est pas clair si ce dataset-là, ce qui est dit, qu'est-ce qui est donné, est-ce que c'est la même chose? Et si vous faites du traitement de données, dans le domaine des sciences des données, vous êtes de plus en plus sceptique. Vous êtes souvent sceptique et vous regardez souvent les données, la distribution des données, toutes les informations possibles. Par exemple, il y a des nuages, c'était clair. Je me doutais bien qu'il y avait des images avec des nuages en regardant les statistiques des moyennes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les enlève, on les garde? Il y a tout plein de questions avant de partir des entraînements, avant de passer à l'étape plus le fun. Il y a une étape un peu moins le fun au début qu'on ne peut pas se soustraire. Après ça, je passe par la sélection des modèles et tout le reste, comment qu'on va optimiser le modèle. Il y a bien sûr les métriques. Hein, si on fait la segmentation sémantique, est-ce que les métriques sont plus adaptées à notre problème? Et aussi, je vais choisir certains outils de visualisation de l'entraînement et des suivis. Pour faire tout ça, là, il y a beaucoup de choses. Là. Actuellement, tout est bâti dans un environnement Conda pour la stabilité. Personnellement, je préfère utiliser PyTorch. Il y a d'autres librairies, bien sûr, là, pour le deep learning, mais je pense que PyTorch est une librairie facile d'utilisation comparée aux autres. Mais tous les chemins mènent à Rome, tant qu'à moi. Il y en a juste certains qui sont plus chaotiques que d'autres. Par-dessus ça, pour nous aider à structurer le code, j'utilise PyTorch Lightning. En fait, PyTorch Lightning, si vous me laissez regarder mes petites notes là, ça peut nous aider à structurer le code un peu mieux, à standardiser en fait la structure de notre code afin d'une fois à l'autre, votre code soit semblable. Donc, en tant que tel, il organise le code de manière ordonnée. Donc, on a des classes
comme pour le modèle, le data, puis le trainer. En plus, il offre souvent de nombreuses fonctionnalités là, pour faire fonctionner directement notre code sur du CPU, GPU, multi-GPU. Puis il offre aussi beaucoup d'instances de logger qui nous permet de sauvegarder les informations par rapport à notre training. Là. On peut utiliser, peut-être vous connaissez TensorBoard, Weight and Bias. Vous pouvez sauvegarder directement dans des fichiers CSV. Et je sais qu'au crime, on utilise beaucoup MLflow. Au-dessus de tout ça, j'utilise aussi une librairie qui s'appelle Hydra. Hydra, c'est un framework Python qui est aussi qui est open source aussi, qui simplifie en tant que tel le développement, la recherche, en créant qui nous permet de créer des fichiers de configuration là. Alors, c'est sa principale caractéristique, hein, c'est sa possibilité de créer dynamiquement une configuration hiérarchique par composition, c'est-à-dire qu'on peut composer de plusieurs fichiers de configuration, un fichier de configuration plus grand, qui nous permet justement de bien gérer nos expériences. Il fournit aussi plusieurs plugins utiles, là, mais que je ne me sers pas vraiment actuellement, comme Optuna, Sweeper pour la recherche du paramètres. Donc, une librairie très utile de Facebook là, qui permet de bien gérer nos expériences. De plus, pour coller tout ça ensemble, parce qu'au départ, je fabriquais mon framework à partir de tous ces objets-là, mais j'ai trouvé un petit framework simple, là, Lightning Hydra Template. Il y a des gens qui nous font des belles jobs à travers le monde là, qui nous permettent de faire ce genre de choses-là, qui nous qui nous donnent une base de code et des configurations de base pour partir un projet en apprentissage automatique. Donc, c'est un template qui est assez facile d'utilisation, qui permet de gérer de façon itérative et rapidement de nouveaux modèles, de nouveaux jeux de données et de faire évoluer le projet. Hein, de petites expériences jusqu'à la recherche du paramètre. Donc, ça permet aussi de standardiser le flux de travail. Donc, c'est important de se mettre dans une structure. Au-delà de ça, on utilise aussi certaines librairies qu'on va utiliser. Là, j'appelle mes petits helpers. Pour la segmentation sémantique, il existe déjà tout plein de librairies qui nous permettent de créer automatiquement les différents modèles de segmentation. Là. Bien sûr, je pense que quand tu commences dans le domaine, c'est bon de se mettre les doigts dans la poutine jusqu'au bout. Mais à un moment donné, tu veux faire des expériences rapides. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont créé des librairies Python qui sont suivies par une communauté qui sont que moi, je préfère utiliser. L'erreur est humaine, mais si on est plusieurs sur un même projet, souvent cette erreur-là va diminuer. Donc, Segmentation Model, c'est pour créer mes modèles de segmentation sémantique. J'utilise aussi la librairie Abumention pour le traitement des images. Skitlearn, bien sûr, c'est un fondamental là, quand on utilise. Quand on fait du machine learning, en général, là, c'est pour le calcul des métriques. De façon collatérale aussi, il y a d'autres outils que j'utilise comme Pandas. Bien sûr, vous pouvez voir, si j'utilise une BD, c'est parce que j'utilise Pandas par derrière. Toutes des fonctionnalités de visualisation sont souvent faites par Plotly ou Matplotlib. Ma visualisation et le suivi de mes entraînements, c'est fait par Weight and Biases. Mais il y a plusieurs autres outils là. C'est juste une collection de bases que je vous donne, mais chacun peut faire son stack préféré. Par-dessus ça, souvent, je vais utiliser Jupyter pour faire des exemples, des notebooks. Donc, quand on a tout ça c'est composé. Tout ça, c'est fait, installé. Là, je peux commencer à étudier un petit peu mon dataset. On peut voir ici la distribution de mon dataset en fonction des différentes variables qu'on a vues que j'avais enregistrées à partir des données. Donc, on peut voir qu'on a des distributions assez différentes à nos images. Bien sûr, on s'attend que, par exemple, ici, que les images vont avoir des niveaux de gris différents en moyenne. Une des choses qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a certaines images qui ont un très haut niveau de gris, ce qui m'indique qu'il y a peut-être un problème ici. Là. Et en effet, quand on va aller voir, c'est des nuages. Hein. Donc, tout est blanc. Donc, on a notre...
Et donc, on peut voir que aussi nos images, il y a une variété d'acquisitions en termes d'angle solaire et d'azimut solaire. On peut voir aussi la variété pour chacune des masques, des catégories de dommages. Donc, à partir de tout ça, on peut raffiner un petit peu notre manière de fractionner les données. J'essaie de considérer en fait la structure des données pour essayer de diviser mon ensemble du départ dans un ensemble train et valide qui vont satisfaire pas juste le hasard, souvent on choisit ça au hasard, mais une structure un peu plus fine pour m'assurer que les deux ensembles sont équivalents point de vue statistique. Pour ce faire ici, fractionner les données, en fait, je vais transformer souvent ces variables-là qu'on vient de voir là, en variables catégoriques par différentes techniques. Là. Ça dépend du type de variable que j'avais au départ. Et je vais créer en fait des groupes. Donc, on va associer à chaque image, disons ici, j'ai choisi toutes ces variables-là pour pouvoir pour associer un sample à un groupe donné. Donc, ici, c'est son identificateur. Et j'utilise ici une fonction de skitlearn pour pouvoir automatiquement me faire la division entre train et valide sur plusieurs folds, là, en tenant compte du groupe dans lequel la donnée est donnée. Bien sûr, quand vous jouez avec ça, là, c'est pas. Vous devez faire des petits essais. Si vos groupes sont trop grands, si vous donnez un groupe ID trop large, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez vous retrouver avec une ou deux images par groupe. C'est pas nécessairement ça qu'on veut. On veut pas. Il faut trouver un juste milieu dans la stratification des données. À partir de ça, je choisis pour les exemples que je vais vous présenter là, plus loin, là, j'ai choisi un fold et je me suis créé un dataset tiny pour pouvoir faire des expériences de base là, sans avoir à tout entraîner sur l'ensemble de données au complet, car sinon, ce serait un peu trop long au départ. Donc, au départ, on ne fait pas d'entraînement sur l'ensemble de données au complet, mais on se fait un petit tiny. Donc, ici, je vous présente un petit peu mon tiny rapidement. On voit que j'ai sauvegardé ma division. Il n'y a pas beaucoup d'images ici. Hein. C'est deux images dans Guatemala. Volcano en valide et j'en ai 18 pour le train. Donc, on peut voir. Et on veut les conserver, ces petites choses-là. En tout cas, pour moi, je trouve ça important. En plus, le fait d'avoir rapetissé mon jeu de données, ça m'a permis d'égaliser la quantité de données par classe de désastre. Donc, d'éviter ici, dans ce cas-ci, le débalancement dû aux données, à la classification par désastre. Donc, pour les images, j'utilise Albumension. Ce qui est utile dans Albumension, c'est qu'elle permet d'appliquer des transformations sur des images, là, quand on va faire notre augmentation de données, à la fois sur le masque et l'image correspondante, mais les transformations radiométriques sont appliquées sur l'image seulement et les transformations géométriques, elles, sont appliquées à la fois sur le masque et sur l'image. Donc ça, c'est très utile. Je me souviens dans le passé, on programmait tout ça à la main. Je suis content que quelqu'un d'autre l'ait fait pour moi maintenant. En plus, puisqu'on utilise deux images d'entrée, pré et post dans nos algorithmes, on veut s'assurer que les deux images les deux couples d'images soient bien transformés de la même manière et on peut utiliser des classes spécialement faites pour ça dans Albumension. Je pense que c'est rendu un standard maintenant là, dans la plupart des techniques d'augmentation. Le modèle que j'utilise en tant que tel, c'est un modèle siamois. Le modèle siamois en tant que tel nous permet de comparer deux entrées. Hein, notre modèle passe par deux entrées des images. Il nous permet de les comparer et d'utiliser cette comparaison-là après pour l'envoyer dans un classificateur ou un segmentaire pour nous donner notre sortie. Ici, on peut s'amuser de bien des manières, faire différentes expériences au point de vue est-ce que j'utilise quelle est la forme de mon segmentaire, quel genre de type de réseau de segmentation que je veux, quel type d'encodeur en entrée de mon réseau je veux.
les possibilités sont infinies, là. Donc, pour faire mes modèles en tant que tel, j'utilise la librairie Segmentation Model. Tout simplement, elle nous permet de choisir un type de segmenteur avec son entrée d'encodeur. Je peux choisir différents types d'algorithmes, UNet, FPN ou DeepLab V3. C'est des tests que j'ai faits à partir de ces trois catégories, ces trois exemples d'architecture. Donc, j'ai utilisé dans mon cas EfficientNet comme encodeur, mais on peut penser qu'on peut faire du benchmarking. Par contre, c'est pas nécessairement l'objectif de mon projet. Donc, la fonction de coût ici, quand on établit une fonction de coût, on doit tenir peut-être compte de la distribution de nos classes. On peut voir ici que j'ai choisi une fonction de coût qui est adaptée en tant que telle à la distribution, à l'imbalance de mes classes. Donc, DiceLaw, est une fonction de coût qu'on utilise souvent en segmentation sémantique, justement pour tenir compte de l'imbalance des données. Moi, j'utilise de quoi de joint avec la cross-entropy, qui est pondérée elle aussi par des ratios en fonction de la quantité de données par classe. Okay. Donc, les métriques en tant que telles, j'utilise Skitlearn. Dans le cas d'une segmentation sémantique, je vais souvent utiliser le score F1 et bien sûr l'intersection sur l'union, là, qui nous permet de mesurer l'input et l'output. En fait, ce que je veux dire, c'est la vérité terrain et la prédiction se superposent correctement. La matrice de confusion, bien sûr, c'est pour l'étude un peu plus approfondie, là, comment les données sont réparties en fonction des classes et quelles classes disparaissent ou sont absorbées par d'autres classes. L'optimiseur, je suis pas très difficile souvent dans les projets au départ. Je prends par la forme toujours à peu près le même, qui est ici Adam W avec toujours le même taux d'apprentissage. Puis j'utilise souvent Reduce on Plateau pour un premier test. Reduce on Plateau pour le scheduler, ça permet de changer le learning rate avec le temps, mais en fonction de comment la métrique s'aplatit, c'est-à-dire si la métrique ne change plus avec le temps, comme le score F1, eh bien, on va réduire le learning rate avec le temps. Sauf que pour des applications finales, après, je vais peut-être moi-même déterminer quel sera le scheduler, à quelle vitesse je veux réduire le learning rate. Donc, avec tout ça, de façon générale, là, on a un fichier de configuration qui va nous donner un accès à chacun des modules qu'on veut en tant que tel configurer. Personnellement, moi, j'aime tout configurer, donc je les ai toutes. Donc, le modèle, le réseau de neurones, l'optimiseur, le scheduler et la fonction de loss et même les transforms appliqués sur le données de train, de validation et de test. Tout ceci est configurable. Donc, chaque configuration contient est sous Hydra sauvegardé sur un répertoire config qui est associé, vous voyez, c'est un peu miroir, ces deux choses-là, où on peut retrouver ma configuration. Dans la configuration, je peux choisir la classe, le modèle que je veux, ma classe qui va de segmentation. Donc, si j'ai plusieurs types de segmentation différentes, je pourrais implémenter des segmentations différentes. Donc, Hydra, lui, s'occupe de faire le lien entre, justement, notre code Python et la configuration pour nous créer toute ce pipeline-là. Donc, c'est quand même un lourd fardeau qui est enlevé et aussi vous enlevez souvent la possibilité de faire des erreurs puisque tout est standardisé, tout est déjà, les choses se ressemblent d'un projet à l'autre. Donc, facilement en action, je peux facilement partir mes entraînements à partir d'une configuration donnée, disons qu'une configuration par défaut.
avec mon train. Je peux, bien sûr, avec Hydra, partir de cette configuration-là en changeant directement certains paramètres. Par exemple, je peux choisir d'entraîner sur plusieurs GPU. Donc, ça va aller changer la configuration de base et pour la nouvelle configuration. Voici un peu un exemple de commande moi, qui est utilisé dans mon cas. Dans mon cas, je peux choisir de changer le backbone de mon modèle de segmentation et en même temps, je peux changer l'encodeur associé. Ici, c'est un peu la structure, comment que les expérimentations sont sauvegardées. Il y a une structure de base et vous pouvez la modifier vous-même selon vos goûts personnels aussi. Là. Donc, bien sûr, on sauvegarde pour une expérience donnée les checkpoints. Dans un fichier, Hydra va toujours conserver le fichier de configuration au complet. Donc, vous pouvez retrouver votre configuration. Ah, ça m'est déjà arrivé, ça, avant, de changer un fichier de configuration et que ça ne correspond plus à ce que j'ai comme classe dans mes données. Donc, ça ne marchait plus. Et ça, au moins, on conserve toujours nos fichiers de configuration. Bien sûr, on peut fichier de résultats. Ça, c'est un peu à votre goût. Certains loggers qui vont de suivi de training. Donc, ici, j'ai mis TensorWord, Weight and Bias, et bien sûr, un fichier là qui, dans mon cas, est souvent très gros, peut-être un peu trop gros, là, où je log toute l'information du training en plus. Dans Weight and Bias, ce qui est intéressant, là, c'est qu'en plus, non seulement il va vous sauvegarder le fichier de configuration, mais aussi l'environnement Conda, avec son requirement. Donc, vous avez pas mal toute la solution totale, presque. Il vous manque juste le code Python associé. Donc, suivi de l'apprentissage. On va espérer que vous allez me dire si vous voyez bien ça. Est-ce que vous voyez bien mon weight and bias? Oui, donc ça, on peut voir ce qui est agréable, c'est que tout ça, c'est fait en configurant une simple ligne dans la configuration, vous obtenez ce genre de suivi-là facilement avec ce framework-là. Donc, ce qu'on peut voir ici, j'ai deux expériences qui sont formelles, où j'ai testé deux algorithmes en tant que tels de segmentation, où je peux comparer en training mes résultats. Donc, on peut voir que j'en ai un qui semble donner un peu mieux que l'autre. Sans rentrer dans les explications, il y en a un. Ça, par contre, c'est peut-être un peu un défaut. Il y en a un qui évalue directement la classification des dommages. Et l'autre évalue directement la segmentation et la classification des dommages, et en plus l'emprunt des bâtiments. Donc j'ai un modèle qui est multitâche, en fait. Et on dirait qu'en training, le multitâche semble donner des meilleurs résultats. Donc ici, j'ai mon score F1. On voit ici, l'expérience n'est pas complétée. Elle est terminée ici, mais on pourrait la continuer. On voit que je ne suis pas encore sur un plateau, point de vue training. Donc, mais pour la présentation ici, j'ai limité le nombre d'époques à 100. Puis, on voit que ici, on peut avoir nos résultats finaux en tant que tels, là, sur l'ensemble test aussi. Donc, de façon générale, les résultats sont, on va dire, un peu bas, mais c'est normal, car j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai pas fait tourner beaucoup le modèle. C'était un test, donc mais c'est juste pour vous présenter qu'on peut tout visualiser. C'est un outil pratique. Je sais que plusieurs d'entre vous utilisez MLflow. C'est un autre. Je ne sais pas si vous avez tous vos petits graphiques-là automatiquement, mais ici, j'aime bien la manière que c'est présenté. Donc, on peut aussi, il y a d'autres informations par rapport au système, à l'acquisition. On va laisser. Ça pourrait être utile si vous voulez comparer les modèles entre eux, leur effet sur les GPU, par exemple. Drôlement, ici, on dirait qu'il y en a un qui donne plus de chaleur au GPU que l'autre. Celui à multitâche semble demander plus au GPU. Elle le fait tourner un peu plus fort. Donc ça, c'est intéressant. Donc, si je reviens à ma présentation.
ici quelques exemples pour terminer, là. Donc, c'est des exemples préliminaires. C'est pas, ici, je ne veux pas vous présenter comme un projet totalement bien fait, mais c'est une base de code qui permet justement de pouvoir réaliser ce genre de projet-là assez facilement. Donc, ici, je vous présente des bons résultats, bien sûr, hein, on ne va pas se planter. On peut voir une détection d'un bâtiment avec la bonne classification. Donc, ici, quelques autres exemples encore. On voit que la segmentation n'est pas terminée encore. Les contours sont flous. Hein, on va le voir un peu mieux ici. Là, c'est pas crispy. Donc, ça, c'est probablement dû que la segmentation n'est pas encore venue à bout. On a notre besoin d'un peu plus long là, pour avoir des résultats un peu plus crisp. Mais de façon générale, ça donne quand même des résultats intéressants. On peut voir qu'ici, on voit très mal, excusez-moi, mais c'est en jaune. Il a ajouté un bâtiment. Il faudrait que j'aille voir sur l'image originale. Parce que ça se peut que entre l'image pré-catastrophique et la post-catastrophique, ben, qu'il y a des nouveaux développements de bâtiments qui se sont faits. Donc, ils vont apparaître, en fait, si votre segmentaire est bien fait, là, vous devriez voir des fois apparaître de nouveaux bâtiments dans vos images s'ils n'étaient pas dans l'image catastrophique. Donc, quelques autres. Donc, on voit que ça fonctionne assez bien, merci. Ici, je pense ici, c'est une question de temps. On voit que ça commence à prendre forme, mais c'est un peu brouillon. Donc, comme je disais, mes entraînements sont pas complétés. Ici aussi, donc on peut aller dans la plus complexe. Ceci termine un petit peu le tour du propriétaire, je pourrais dire. Balaouman. Merci Je suis dans beaucoup. les temps. Merci beaucoup. Oui, tu es dans les temps, bravo. En fait, ça prendrait quasiment un cours complet sur plusieurs séances pour aller dans tous les détails de ça. Alors, merci beaucoup, Mario. Alors, on a de la place pour des questions. Ne vous gênez pas, vous les envoyez, vous pouvez soit lever la main ou les mettre dans le chat. Donc, en attendant qu'il y en ait, moi, j'en aurais une, Mario. Quand on va dans tes fonctions de coût, tes fonctions de coût, dans tes loss functions. Oui. Donc, si tu vas à la page sur tu veux que je retourne, d'accord. Hop, action, configuration métrique. Oui, d'accord. Dans les fonctions de coût, ou plutôt la suivante, dans les métriques. Oui. Qu'est-ce qui te fait choisir? Parce que là, je vois quand même des métriques F1 score, puis IOU sont quantitatifs. Matrice de confusion, ça semble plutôt qualitatif. Comment tu les utilises et pourquoi tu choisis l'un envers l'autre? Est-ce que tu essayes des choses différentes? C'est ton expérience qui amène ça? C'est la technique en tant que telle. En segmentation, on va souvent utiliser, en segmentation sémantique, le IOU. C'est la métrique de base en tant que telle qui nous permet justement de calculer la différence de superposition entre nos masques, là, ground truth puis prédiction. Donc, ça nous donne un pourcentage de superposition. Donc, si notre prédiction est 1, ça veut dire que notre prédiction au point de vue des masques prédites sont identiques aux masques d'entrée. Si on est à 50%, ça veut dire qu'on a un recouvrement de 50%, je pense. Puis le F1 score, ben, lui, c'est au niveau des pixels, là, c'est la classification des pixels. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que les deux scores se ressemblent en tant que tel, souvent. Donc, je les tiens ensemble. Actuellement, j'aime bien le score F1, qui est la moyenne entre le recall et la précision. Donc, ça nous donne un bon indicateur. Pour la matrice de confusion, c'est en analyse après, où là, je vais aller voir comment les classes se sont mixées entre elles, donc pour pouvoir déterminer pourquoi ça n'a pas fonctionné, quelle classe en particulier n'a pas fonctionné en tant que telle. Merci. J'ai deux
Il y a 2 questions ici de Claude Coulomb. Quels seraient les requis matériels minimaux pour établir une pratique de traitement d'images satellitaires de base? Un, en mode local, espace disque, mémoire disque, carte GPU. Évidemment, c'est des grandes questions. Et deux, en mode infonuagique, en infrastructure infonuagique, quelle serait la taille des instances, le nombre d'instances, le type de mémoire de GPU et d'espace disque? Je peux répondre plus à la première question. Dans la deuxième, là, je suis moins, moi, je suis moins dans les tuyaux de ce genre de choses-là. Mais dans la première, ici, là, ce que j'ai fait, là, c'était rapide, là, hein. J'ai utilisé un GPU des entraînements qui ont duré une journée. C'est un petit ensemble, par contre, là. Mais je peux vous dire que, là, au début, parce que ce projet-là a été commencé, là, ça pouvait prendre plusieurs semaines en bien entraîné sur l'ensemble de données au total. Et 4 GPU maison, si vous voulez faire ça à la maison, in-house, 4 GPU, c'est minimal pour faire vraiment un bon traitement à ce niveau-là. L'espace disque, ben là, vous avez vu, là, à la base, le plus petit des datasets, là, c'est 30 gigs là, de données. Donc, vous devez penser à multiplier ça par quelques facteurs, peut-être 2 ou 3, là, parce que vous allez ça, c'est zippé. Donc, vous allez devoir le dézipper, puis en plus, probablement créer des données collatérales qui vont prendre de la place. Donc, pensez, pour ce petit projet-là, au moins 500 gigabytes en tout. Là. Moi, je n'aurais pas de gêne à demander ça, mais mon service informatique. C'est pas si gros que ça, en fait. Hein? Mais c'est sûr que le dataset est pas. Et 22 000 images, c'est pas tant que ça, à la base non plus. Ce Et que j'ai pas en termes parlé, de en fait, j'ai pas parlé, en fait, là, dans l'entraînement, là. C'est 22 images, mais on utilise c'est des assez grosses images, hein, 1024 par 1024, là. Donc, on utilise des patchs plus petites qu'on choisit de façon aléatoire dans l'image. Donc, je vais juste spécifier ça. Donc, sinon, ça risque de prendre encore plus de temps, souvent, pour l'entraînement et demander un effort GPU beaucoup plus grand. Parce que moi, j'ai utilisé des patchs 256 par 256, donc j'ai réduit par un facteur 16 en tant que tel, point de vue mémoire, puisqu'ils sont 4 fois plus petites. Donc, c'est des considérations à prendre, là, bien sûr. Ça dépend de vos moyens, mais pour nous ici, comme c'était un petit projet in-house, 4 GPU, je pense, c'était une Et bonne quel type de base, là. GPU, quel type de Ah, GPU? qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a de la variété un petit peu, là, mais c'est des. Je pense que je suis tombé le plus souvent sur des 1080 Ti, malheureusement, parce qu'on a le choix en des GPU plus forts, mais ils étaient occupés. Mais ça a fait la job quand même, là, mais c'est ça. Ça m'a pris une journée, 2 jours sur mon petit dataset à faire tourner. Donc, mais je vous propose d'aller plus haut, là, des RX 280, maintenant peut-être les 380. Là. Vous avez la possibilité d'avoir, vous avez plus de mémoire GPU. Donc, vous pouvez faire des batch sizes plus grands, ce qui va accélérer votre vitesse d'apprentissage. Là. Ça dépend de comment vous êtes pressé, en fait, aussi. Là. Pour la deuxième question, écoute, moi, je ne me sens pas trop à l'aise à y répondre parce que c'est pas de quoi que je touche encore beaucoup. Je sais qu'au crime, il y en a qui sont beaucoup plus experts que moi. Donc, faut peut-être que cette question-là soit tournée vers des gens plus experts que moi pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc, j'espère d'avoir répondu à ta question, Claude, Monsieur Claude Coulombe. Évidemment, au crime, ça, c'est qu'on a notre propre réseau de calcul. Donc, Ouais. grosso modo, pour quelqu'un comme Mario, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais c'est une question qu'on pourrait soulever avec d'autres membres, d'autres personnes au crime. Alors, Pareillement pour la deuxième question, ok, hein, c'est ça, je peux pas. Là, quel est l'ordre de grandeur? C'est ça. J'ai la chance, comme disait Ouman, d'avoir accès à un cluster à l'interne, donc qui me permet de faire ce genre d'expérience-là, sans payer le bill d'électricité. Mais je pourrais pas vous répondre exactement. OK. Donc, en attendant d'autres questions, j'en aurai une autre aussi.
Tu nous dis que tu as utilisé un sous-ensemble Tiny ou une version miniature du dataset. Donc, tu es allé à 1/10 du data, puis 20%. 20%? OK. Oui. Ma question, c'est comment tu gères ça dans ton flow de travail? Tu commences avec ça, puis à un moment donné, tu changes au suivant. Oui. À quel moment tu changes? C'est quoi qui te fait changer, de dire, OK, maintenant j'en ai assez avec lui, puis je m'en vais avec l'ensemble des données? Et c'est quoi ta façon Ben, de... en fait, c'est quand j'ai établi que, là, vous avez vu, j'ai fait plusieurs expériences, différents types de configurations au point de vue de, de l'algorithme de segmentation. Donc ici, j'en ai juste 2, hein, pour l'exemple, mais souvent j'en ai pas mal plus. Là, on pourrait dire qu'il y a un peu de benchmarking ici, là, que je fais là. Et quand que je pense qu'une solution, que j'ai quelques. Ça peut se faire en plusieurs étapes, là. C'est comme une course, on pourrait dire. Les meilleurs, ben, je vais après les utiliser pour les quelques meilleurs, ceux qui sont semblables, là, qui donnent des bons résultats. Je vais les utiliser pour poursuivre et là, je vais augmenter le dataset, là, possiblement au maximum là, de sa capacité. Dans ce cas-là, il faut prendre en charge le débalancement au point de vue de certaines classes, là, comme on a vu au point de vue des désastres. Là. Donc, on a vu, là, il faut tenir compte aussi de cet aspect-là là, plus sensiblement. Là. Ici, que mon Tiny m'aidait à couper, justement. Là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ben justement, tu as une autre question dans le même sens. Comment est traité le déséquilibre, hein, le débalancement des classes? Donc, on a vu que dans le Tiny, tu le faisais. Est-ce que tu le fais dans l'autre aussi? Le Ou, Tiny, je le faisais de façon brute, là, comme que j'avais un maximum de données par classe. Ici, mettons, pour l'entraînement, j'avais 80 données par classe. Ou que je sélectionnais de façon arbitraire dans un ensemble plus grand là, par classe. Pour chacune des classes, j'avais un ensemble peut-être d'une centaine ou peut-être 1000 données. Là. J'en choisissais 80 au hasard. Dans l'autre cas, bien souvent, soit que les losses, on a vu les losses que j'utilise vont essayer de s'occuper de ce débalancement-là, le dice loss, puis aussi la cross-entropy avec des poids qui sont proportionnels à chacune des classes, ou inversement proportionnels là, à chacune des classes. Là. Donc, ils vont me permettre peut-être de régler ça. Ou souvent, je vais utiliser une technique toute simple. Là. Je vais ajouter des exemples supplémentaires pour combler le vide d'une classe en données à la base, en me disant que du côté des transformations, de l'augmentation de données, ces données-là vont être transformées de façon différente d'une fois à l'autre. Donc, une grande variabilité là, dans la sortie de ces. Et pour cette application-là, comme je disais, du fait que j'utilise des patchs qui sont extraits, en plus de mon dataset là, sur les données, sur l'image 2024, j'utilise plutôt des patchs 256. Ça me permet aussi d'ajouter beaucoup de variabilité. Même si j'ai la même image, il doit être rare que je tombe toujours sur la même patch. Donc, ça, c'est une manière de faire. Sinon, ben, il y a toujours d'utiliser des data loaders qui vont tenir compte de la distribution, qui vont vous créer aussi des batchs équilibrés. Donc, ça, je sais qu'il y a cette possibilité-là. Donc, on peut mixer tous ces outils-là aussi ensemble, là, en tant que tel, là, pour pouvoir. Il y a des choses encore plus intéressantes là, que j'aurais aimé essayer. Là. C'est peut-être créer de la donnée synthétique. Hein? On peut, avec des GAN, essayer de créer des données synthétiques à partir de créer un GAN qui pourrait nous faire des données synthétiques qui pourraient prendre en entrée une image et un masque de dommages, nous créer l'image correspondante post-catastrophe. Ça serait super le fun à essayer. En effet, puis voir, mais je n'ai pas eu le temps de faire ça, en fait. Une autre question, faites-vous de la fusion de classes, étiquette cible? Non. Non. Non, ici, j'ai 4 classes, 5 classes, en fait, en comptant le background. Non, non.
Non, j'ai pas fait ça, mais qu'est-ce qu'on rend compte, qu'est-ce qu'on se rend compte à la fin quand on analyse les résultats en fait, là? C'est que la classe No Damage, je remonte un peu là, je vais remonter là pour prendre les mêmes termes, si vous permettez. Oh, oui, ici. Donc, ici, excusez-moi, on va l'avant, on va y arriver. Donc, la classe, aucun dégât et la classe détruite, souvent, c'est elles qui sont les mieux représentées, comme dans les résultats, sont les mieux prédites. Ce qui est plus difficile, c'est de déterminer les dommages mineurs et majeurs. Là, c'est un peu plus difficile, il y a un peu plus de confusion en général. Donc, peut-être, en effet, on peut combiner dommages mineurs et majeurs ensemble pour avoir de meilleurs résultats, probablement. En effet. Il y a aussi peut-être qu'il faut tenir compte d'un peu plus de contexte là, pour avoir de meilleurs résultats. Ici, on tient compte seulement du bâtiment, mais peut-être qu'il faut tenir d'une région un peu plus large là, pour quantifier les dommages. Parce que si on regarde dans les définitions, là, eau entourant la structure, ben ça, peut-être faut en tenir compte. Ce que j'ai pas fait ici. Donc, il y a des choses comme ça que peut-être faut tenir compte pour améliorer nos résultats. Donc, coulée volcanique à proximité, ben, ça ne veut pas dire que nécessairement c'est la maison qui est sous la coulée, là, mais qu'à côté. Donc, on ne peut pas seulement tenir compte peut-être du masque du bâtiment en tant que tel. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. J'imagine que oui. Oui. Donc, je pense qu'on approche de la fin. Merci beaucoup à Mario. Merci à tous ceux qui se sont déplacés virtuellement ici. Je vous invite à nous écrire. Je crois qu'il y a un sondage. Il y a un sondage. Nous donner du feedback sur la présentation. Et je vous invite aux prochaines classes de maîtres. Okay? Et comme je vous le disais, si vous avez des suggestions de techniques ou de champs d'intérêt que l'on connaît, on serait très ouvert à vous entendre. Merci beaucoup. Merci à tous.